Tu sais, je crois qu'il y a énormément de choses à comprendre de ce qui se passe actuellement en Australie, en fait. T'as un des pays les plus riches du monde, premier exportateur mondial de charbon, deuxième exportateur de gaz, qui a un système politique de démocratie représentative, qui est un des pays qui a saboté les négociations de la COP25. Bah, ce pays-là se prend une catastrophe climatique d'une ampleur phénoménale, due au réchauffement climatique. Je me suis intéressé à la réaction du gouvernement et de la société australienne, parce que je trouve que c'est un test en fait, c'est un espèce d'avant-goût de la manière dont la civilisation thermo-industrielle va réagir aux catastrophes qui manqueront pas de découler de l'emballement climatique vers lequel on est en train d'aller. Et en fait, c'est assez terrible tout ce que j'ai réalisé, et c'est à moitié de déni, d'impuissance, un sens des priorités complètement foutu, et en fait, ça me donne la mesure de l'aveuglement général face à l'incendie qui s'en vient. Ces derniers temps, je m'intéressais au système financier. Et j'ai réalisé un truc étrange en lien avec l'Australie, c'est que t'as beau avoir l'écosystème du premier pays exportateur de charbon au niveau mondial qui part en fumée, le cours du charbon est resté parfaitement stable. Il est resté inaltéré. En fait, maintenant, on sait, on a appris plein de trucs. Maintenant, ça crève les yeux que t'as beau avoir 1 milliard d'animaux sauvages, et probablement beaucoup plus en plus, parce que ça comptait pas tous les insectes, 1 milliard d'animaux sauvages qui meurent, des espèces qui disparaissent parce qu'elles n'existent que dans certains écosystèmes d'Australie. Le coût de ce désastre n'est évalué qu'à partir des pertes liées au tourisme en fait. On ne compte que les pertes du bétail et pas des animaux sauvages. Et c'est à partir de cette comptabilité-là, une comptabilité toute pétée, qu'on évalue le coût de la catastrophe. C'est super important parce que c'est aussi ça qui définit ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui a ce genre de comptabilité. Si tu te plantes dans la manière dont tu évalues une catastrophe, tu te plantes nécessairement dans les mesures que tu vas prendre après. Lorsque les feux de brousse se sont rapprochés de Sydney, la ville a alloué 620 000 $ australiens à la lutte contre ces feux. Mais dans le même temps, elle avait déjà mis 6,5 millions de dollars australiens pour le feu d'artifice du Nouvel An. Le sens des priorités. Faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Les incendies australiens sont tellement puissants qu'ils génèrent leur propre microclimat, leurs propres orages foudres, vents violents qui créent des nouveaux incendies. L'incendie crée de nouveaux incendies. On fait face à ce qu'on appelle un impossible opérationnel. C'est un commandant pompier du Var qui explique ça, et il connaît bien le feu. Pour la première fois, l'humanité voit un pays riche, un modèle, incapable de faire face à une catastrophe qui, on le sait, va se répéter en raison de nos choix économiques des 100 dernières années. Et pourtant, les dirigeants de ce pays s'en branlent. Le Premier ministre est parti se dorer la pilule à Hawaï lorsque les incendies étaient le plus important. Alors, pour éviter le désespoir, on a vu germer le beau hashtag Pray for Australia. La même chose que pour l'Amazonie. S'en remettre à une puissance divine pour corriger les conséquences des choix économiques et politiques, voilà quelque chose de très humain. Plutôt que prier, faudrait écouter les scientifiques en fait. Parce que ceux australiens expliquent depuis des années que les feux de brousse sont aggravés par le réchauffement climatique, lui-même causé par les émissions de CO2 dues aux activités humaines. Et peut-être que si on les avait écoutés, l'Australie n'aurait pas augmenté ses émissions de CO2 de 46% depuis les années 90. En même temps, le vice-premier ministre a déclaré que les personnes qui faisaient le lien entre ces incendies et le réchauffement climatique étaient des tarés de centre-ville. Ils sont en train de détruire leur propre pays en fait. Le rendement agricole de l'Australie a été divisé par 2 en 2019. En cause des cycles de sécheresse suivis d'inondations qui ravagent les sols. Pour la première fois depuis 10 ans, l'Australie importe des céréales. Mais le Premier ministre, il a déclaré sur la transition écologique... Attends, c'est quoi ? Nous n'allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emplois et nuisibles à l'économie.
Donc l'emploi avant l'autosuffisance alimentaire. Ils mangent quoi, les employés, en fait? Et en même temps, l'emploi, c'est le business as usual. D'ailleurs, ça, c'est intéressant de comparer. Les feux, là, actuellement en Australie, c'est 350 millions de tonnes de CO2 qui ont été émis dans l'atmosphère. Le business as usual, les exportations de gaz et de charbon annuelles de l'Australie, c'est 1200 millions de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc en fait, lorsque l'économie fonctionne parfaitement bien, elle détruit toujours plus l'équilibre climatique que les catastrophes climatiques qui en découlent. Maintenant, on sait, on voit, qu'ils vont détruire le monde pour maintenir le statu quo. En fait, ils savent pas réparer. Ils savent que détruire toujours plus. Quand des dromadaires sauvages s'approchent des habitations en quête d'eau, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est en abattre 10 000 avec des snipers depuis des hélicoptères. Pour moi, c'est juste une société en échec, en fait. Elle sait pas répondre. Elle répond tellement mal. Le pire, c'est que je suis certain que de leur point de vue, la catastrophe est bien gérée, en fait. Il n'y a pas ou peu de pertes humaines. La pénurie alimentaire est évitée par les importations. Il n'y a pas trop de désordre, on peut maintenir les feux d'artifice et buter les dromadaires gênants. Et le secteur de l'économie qui est le plus important pour ce gouvernement se porte comme un charme. Le charbon prospère. Mais pour moi, ce déni, il peut pas durer en fait. Le coût est trop grand. J'aimerais que ce coup bouleverse nos prétentions de toute puissance, que ça nous rende humbles face à la nature. Alors est-ce que la croyance des hommes dans l'ingéniosité, la créativité, le développement technologique pour faire face au dérèglement climatique s'effondre? Non, pas du tout. Faut arrêter de croire qu'à un moment, la crise, le mur sera tellement palpable, tellement horrible qu'il y aura naturellement une prise de conscience. Non. Ce gouvernement australien, les gens qui les ont élus et les défendent iront jusqu'au bout. Et même les trucs qui nous semblent profondément choquants, même la perte de la biodiversité, les risques d'un emballement climatique, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Parce que leur objectif, c'est de maintenir le statu quo. Maintenir un mode de vie prédateur de l'environnement. Et c'est ça qu'ils défendront, coûte que coûte. C'est ça qu'on voit là. En fait, ce qui se passe en Australie prouve ce qu'on a essayé de démontrer dans la vidéo Effondrement. Ils ne s'arrêteront devant rien. Il faut qu'on les arrête. Ma grande crainte, c'est qu'ils arrivent à gagner la bataille idéologique sur quelle sortie pour la crise. Parce que plus les catastrophes vont être graves, plus ils vont essayer de nous fourrer leurs solutions à eux. Ce sont eux les pyromanes, mais on devrait accepter qu'ils gèrent la sortie de crise. Alors ils vont nous proposer des solutions technologiques, des réductions à la marge, détruire toute menace, fermer les frontières, faire peser les forces sur les pauvres, réduire la population ou faire taire la contestation. Mais c'est faux en fait. Il n'y a pas qu'une crise, il y a tout un système qui est en crise. Il y a des milliards de manières de sortir de cette crise. Par l'entraide, la solidarité, le partage des richesses, la coopération. Et en fait, il va falloir se battre rien que pour faire exister ces solutions alternatives. On ne peut pas leur permettre de dicter les solutions à la crise écologique. Ce serait vraiment remettre les clés de la caserne des pompiers à des pyromanes. C'est pas les gens qui ont actuellement causé les problèmes qui vont nous en sortir. Eux, ils iront jusqu'au bout. Ils peuvent se le permettre. Mais la nature, la majorité d'entre nous, non. En fait, il faut qu'on se pose la question, à qui profite telle ou telle solution? À 1% de la population? 5%? 10%? La majorité d'entre nous? Il y a vraiment des milliards de solutions à cette crise, des milliards de... C'est pas le bon mot en fait, solution, des milliards de manières d'y faire face, de réagir. Et il y a vraiment deux camps qui se distinguent actuellement. La réponse capitaliste, qui est au profit de seulement quelques-uns,
ceux-là même qui ont créé les problèmes, et une réponse sociale et écologique. À ce niveau-là, il y a un passage d'un article de Politis qui m'a vachement inspiré, qui dit ça. Le vieux monde est un piège, les vieilles recettes sont un leurre. Reste l'espoir de la lutte contre la destruction de l'entraide, le réveil social contre un système économique suicidaire qui prospère sur les incendies du monde.